Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Mali demande à la France de retirer ses soldats sans délai, exigence rejetée par le président français Emmanuel Macron qui met en garde la junte malienne au pouvoir contre toute atteinte aux militaires de la force Barkhane. Usine du futur by OCP, une nouvelle plateforme lancée par le groupe marocain, premier exportateur mondial de phosphate brut, d'acide phosphorique et d'engrais phosphatés. L'OCP entend à travers cette initiative renforcer ses partenariats avec les acteurs de l'innovation. Focus dans ce journal sur le club Petro de Luanda, l'espoir du basketball en Angola, où cette discipline est en pleine réorganisation. Mais tout d'abord, cette attaque au Burkina Faso, 2 salariés de l'entreprise de bitumage Kangala, située sur l'axe Dori-Gorom-Gorom, au nord du pays, ont été tués vendredi après leur enlèvement. L'annonce a été faite par Sahel Security, plateforme de suivi des mouvements terroristes. Les corps des victimes auraient été retrouvés près de la localité de Baliata. Nouvelle escalade des tensions entre Paris et Bamako. La junte au pouvoir au Mali demande à la France de retirer ses soldats sans délai, appelle à un retrait immédiat, alors que le président français Emmanuel Macron plaide pour un départ échelonné sur les prochains mois. C'est un sujet de la rédaction. Les généraux au pouvoir à la suite du coup d'État d'août 2020 exigent le retrait sans délai des soldats français de l'opération Barkhane, déployés dans le pays depuis 2014 pour lutter contre le terrorisme. Une demande formulée par la junte vendredi au lendemain de l'annonce par Paris et ses partenaires d'un retrait échelonné sur les prochains mois. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Le désengagement des militaires français, le démantèlement des bases, ainsi que l'évacuation du matériel, dont des centaines de véhicules blindés, représentent un chantier colossal pour la France. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a fait savoir que la fermeture des 3 bases, Gao, Ménaka et Gossi, prendrait 4 à 6 mois. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. 2400 militaires français sont déployés au Mali sur un total de 4600 dans la région du Sahel. La France se retirera en bon nombre et ne transigera pas une seconde sur la sécurité de ses soldats. Une mise en garde du président Emmanuel Macron adressée aux autorités maliennes qui, dans une démonstration de force, ont annoncé toujours ce vendredi avoir neutralisé une 60aine de terroristes. Retour à présent sur le sommet Union européenne, Union africaine tenue jeudi et vendredi dernier à Bruxelles. Une quarantaine de dirigeants des États membres de l'Union africaine et les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne étaient réunis. Rencontre dans un contexte d'instabilité politique au Sahel, sécurité, la relance des économies africaines, mise à l'arrêt par la pandémie, aider aussi la production de vaccins sur le continent, accélérer
accélérer la transition énergétique et écologique. Autant de questions débattues lors de cette rencontre. Et les deux blocs ont une nouvelle fois réaffirmé leur volonté de refonder un nouveau partenariat. Nathalie Mo. Il nous faut maintenant aller au-delà des formulations théoriques. C'est par ces termes que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a invité l'Afrique et l'Union européenne au passage à l'action dans un contexte de rénovation de leurs relations. Il a déploré le manque de volonté politique affichée de certains partenaires pour accompagner le relèvement économique du continent. Le nœud ici n'est pas la disponibilité des financements, mais encore et toujours le rassemblement des volontés politiques, garantissant les meilleures affectations et surtout les systèmes d'une gouvernance mondiale juste et solidaire. Constatant l'échec du partenariat euro-africain en matière d'accès aux vaccins contre le Covid-19 et le financement de la relance économique, Moussa Faki Mahamat a convié les deux parties à une coopération portée sur les résultats. Une coopération franche, juste et équilibrée, transparente, comme n'ont jamais cessé d'interpeller intellectuels fils et filles du continent. Les mécanismes classiques ont clairement affiché leurs limites. Nos deux unions sont sollicitées pour en inventer de nouveaux, plus souples, plus efficaces, plus producteurs de résultats. La bonne pratique d'évaluation périodique et régulière mérite d'être rapidement prise en compte, car elle offre le bénéfice de faciliter les ajustements conjoncturels requis et d'envisager l'avenir avec plus d'assurance et de maîtrise. Un consensus plus que jamais réciproque pour refonder les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne. Une coopération qui a vu son cadre formel modernisé et réadapté par la stratégie commune Afrique-Union européenne adoptée en 2007 et mise en application depuis 2014. Depuis lors, un nouveau paradigme a été scandé. 2000 personnes dans les rues de Johannesburg en Afrique du Sud ce samedi pour manifester contre les travailleurs immigrés. Nouvelle illustration de la montée en puissance du sentiment anti-migrant dans le pays. L'Afrique du Sud qui ces dernières années est en proie à des flambées xénophobes comme lors des émeutes de 2008 au cours desquelles 62 personnes ont été tuées, ou encore les violents heurts qui ont fait 7 morts en 2015 et au moins 12 au cours de l'année 2019. Lancement de l'initiative dénommée Usine du futur by OCP, le groupe marocain, premier exportateur de phosphate brut, d'acide phosphérique et d'engrais phosphatés dans le monde. Cette plateforme Usine du futur by OCP, qui s'ouvre au monde industriel, entend renforcer les partenariats du groupe avec les acteurs de l'innovation. Philomène Tine. Afin d'identifier des start-up marocaines, africaines et internationales capables de co-développer des solutions digitales innovantes en lien avec les métiers industriels du phosphate et des engrais phosphatés, le groupe OCP a initié un challenge dénommé Usine du futur by OCP. Ce challenge s'inscrit dans le cadre du lancement par le groupe OCP de sa plateforme d'open innovation dénommée The Next Seed. L'office chérifien du phosphate est l'une des plus importantes en Afrique et d'ailleurs dans le monde. Donc le fait qu'elle fasse ce challenge est une bonne chose parce que le Maroc essaie d'avoir une vision prospective pour son développement futur. Et on sait que le phosphate jouera dans les années à venir un rôle très important dans le domaine de l'agriculture. Et l'Afrique étant en difficulté alimentaire pour sa population, justement le Maroc s'engage auprès de certains États à leur fournir le phosphate nécessaire pour le développement de cette agriculture pour que l'Afrique soit autosuffisante dans le domaine alimentaire. Les thématiques majeures concernées par le challenge Usine du futur by OCP visent à maximiser la sécurité des collaborateurs, à optimiser le rendement des lignes de production industrielle en réduisant les pertes, à rendre plus efficiente la traçabilité des expéditions et optimiser la satisfaction client autour de l'industrie 4.0. Le Maroc est un vivier de chercheurs et cherche par tous les moyens à attirer aussi dans le cadre justement de son développement des savants ou bien des inventeurs, des innovants. Donc si elle arrive à dégager certains Africains qui pourront accompagner l'office chérifien du phosphate dans le cadre de l'accélération de l'écosystème et d'innovation du groupe, ce serait une excellente chose.
Avec le lancement de son challenge, le groupe marocain OCP met en compétition les acteurs de l'innovation sur les défis de l'usine des phosphates du futur. Il apporte en outre son soutien au développement et à la promotion de l'écosystème entrepreneurial africain et international. La gestion des déchets est une question de santé publique et un enjeu environnemental, mais l'Afrique manque d'infrastructures. Conséquence, des sachets plastiques continuent d'obstruer les ruisseaux et bouchent les canaux de drainage des eaux usées. Mais de plus en plus, vous allez le voir, on voit se développer ici et là sur le continent des initiatives au niveau notamment du recyclage. Illustration au Cameroun dans ce reportage de Narcisse Oum. Malgré l'ouverture à la concurrence depuis des lustres, la collecte des déchets demeure un épineux problème au Cameroun, principalement dans la ville de Douala. La société Hygiène et Salubrité du Cameroun, l'unique opérateur conventionnel du marché, peine à couvrir l'ensemble des quartiers. Une aubaine pour les jeunes entrepreneurs comme Lawrence Ndayaye. Titulaire d'une licence en gestion d'entreprise, il a fait de cette activité une source de profit à travers son entreprise Green Environment. Quand j'ai eu la licence, je travaille à l'université comme un assistant administratif, comme administrateur, et j'ai enseigné aussi là-bas à l'université. J'ai enseigné aussi au lycée, mais tout ça, ça ne me permettait pas de joindre le debout. Et j'ai essayé un peu de travailler aussi avec microfinance en banque à Yaoundé. Tout ça, ça ne donnait pas toujours, et j'ai décidé de le faire, ce que vous me voyez de faire actuellement. Et ça me plaît même de le faire. Je suis fier de faire ça. Après une séance de débriefing à son domicile situé à Lokbessou dans le 5e arrondissement de Douala, Lawrence Ndayaye et ses deux associés parcourent les artères des quartiers à la recherche des déchets ménagers. Un travail qui se fait de porte à porte et dont les risques sanitaires sont très élevés. Depuis bientôt 4 ans, la jeune entreprise soulage les populations, contribuant ainsi à débarrasser les rues des amoncellements de détritus. Je trouve que c'est un jeune assez dynamique, courageux et entreprenant. Et donc, c'est pourquoi nous l'encourageons de toutes les façons à pouvoir aller de l'avant. Si le gouvernement camerounais et le maire de la Douala 5e, même le maire de la ville, peut me donner un coup de main, comme ça, je peux mieux avancer avec mon équipe, augmenter. Même c'est un jeune dans le quartier qui sont là, il ne fait rien. Pour cette entreprise qui compte aujourd'hui 3 employés dont 2 permanents, les poubelles valent de l'or. Chaque ménage souscrit à un abonnement mensuel qui oscille entre 1 000 francs et 5 000. En 4 ans d'activité, un peu plus de 5 000 tonnes de déchets ont été collectés. Le club Petro de Luanda, espoir du basketball et de son développement dans le pays, l'Angola, où des acteurs du monde du sport tentent de réorganiser cette discipline qui souffre d'une mauvaise gestion, du manque aussi d'infrastructures et d'accompagnement. Marie-Raphaël Antolo. Deuxième discipline sportive la plus connue au monde après le football, le basketball est l'un des sports les plus pratiqués en Angola. Cependant, l'influence du basketball sur l'Angola reste très faible, bien que des compétitions sportives soient très souvent organisées dans le pays. Parmi les espoirs de ces disciplines en Afrique, le club Petro Luanda. La situation du basketball angolais n'est pas mal. Je ne dirais pas qu'elle est mieux ou encore qu'elle est super. Toutefois, nous nous sommes entraînés à nous battre plus que jamais. Tout le monde fait un effort appréciable pour reconstruire le basketball selon nos ambitions. Nous essayons de repartir sur nos objectifs de base, bien que cela nous obligera à y consentir énormément de travail, énormément d'engagement, et nous sommes à la hauteur de la tâche. Nous espérons que ces prochaines années pourront largement faire mieux et gagner plusieurs trophées, aussi bien sur le plan international que local. Au sommet du basketball africain depuis plusieurs décennies, soit dans les années 1980 à 2000, l'Angola a remporté son dernier Afrobasket en 2013 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le pays a par la suite, selon des observateurs, perdu son ascendance dans la discipline ainsi que sa notoriété. De nombreux acteurs estiment que l'apport des autorités nationales et internationales est capital dans l'accompagnement et la performance des équipes. Nous avons certes le soutien du gouvernement angolais ainsi que des communautés, mais nous essayons d'en obtenir davantage. Je pense que nous devons, pour ce faire, redoubler d'efforts et fournir un travail de qualité, de même qu'inclure le plus de jeunes. À ce jour, l'Angola détient 10 titres de champion d'Afrique de basketball qui ont fait de lui l'équipe la plus titrée du continent africain.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.